Ça tourne. Action! Vous êtes nombreux à me demander comment on fait dans Winter Activity pour avoir une si belle qualité d'image avec nos GoPro. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on y répond. J'ai une 10, une 11, plutôt l'inverse. Et avec ces deux petits bijoux, on arrive à avoir des images de montagne qui vous transmettent la réalité du terrain en plus beau. Parce que des fois, on voit rien et en fait, on voit quand même. Alors, pour avoir une image impeccable, il vous faut 3 éléments. Il vous faut une belle lumière extérieure. Quand il fait soleil, c'est toujours plus facile de capturer une image intéressante avec des bons réglages de GoPro. Et en 3e élément, la post-production, le temps passé devant l'ordinateur, devant Premiere Pro, je vous explique tout ça à la fin de la vidéo. Le soleil en extérieur, on n'a pas besoin de le trafiquer. Quand il est là, il reflète sur la neige, ça rend beau, ça rend blanc et ça c'est très cool. 2e élément, ça va être un petit peu complexe, il va falloir suivre. Donc en ce moment, nous on utilise des caméras GoPro 11 et des caméras GoPro 10. On n'achète pas 4 GoPro à chaque fois, non, on est nombreux dans le team. Ce qui a évolué entre la 10 et la 11, c'est que déjà, il y a un capteur carré qui va complètement modifier les paramètres possibles d'enregistrer l'image de base. Là sur les 10, on utilise des lentilles max. Si vous avez de la rayure dessus, ça va faire des flares avec le soleil, ça va être dégueulasse. Donc on met le petit cache dès qu'on la stocke et hop, on met un petit bout de chambre à air parce que le cache il arrête pas de se barrer, j'en ai déjà perdu 4. Avec les GoPro 10 et le module max, on n'a pas le choix en termes de résolution, on est à 2,7K. C'est pas de la 4K, c'est un peu moins, mais c'est déjà pas mal. Et on est à 50 fps, c'est la fréquence d'image. Ça permet sur de l'action d'avoir une certaine fluidité et qu'il n'y ait pas de la saccade à 25 images par seconde. Quand ton shutter il est un petit peu élevé, ça pose des problèmes. Shutter, ISO, ouverture, ça c'est des paramètres de photo, mais en vidéo on retrouve exactement les mêmes choses et ça vous permet de faire après des trucs artistiques. On est en 4 tiers donc on n'a pas besoin d'utiliser le Super View qui étire l'image sur les côtés parce que ça on va le faire en post-prod à la fin de la vidéo. On essaye d'enregistrer les pixels pour les pixels et après on utilise des grosses machines, des gros ordinateurs pour étirer, pour faire des belles choses parce que le Super View de la GoPro il a des désavantages. Par contre sur la GoPro 11 tout a changé. On a un capteur qui est bien plus carré donc il y a de la verticalité, il y a de la hauteur et on va pouvoir s'en servir. Maintenant il vous propose dans les menus standards l'Hyper View qui est mieux que le Super View. Le Super View ça a étiré d'un format 4 tiers à un format 16/9. Donc pour les GoPro 11 et les GoPro 12, on a la possibilité de filmer en 16/9, 4K jusqu'à 5,3K, mais le problème du 16/9, c'est que pour avoir une hauteur d'image, il faut l'étirer fort sur les côtés et l'Hyper View, le paysage il défile à gauche à droite et au milieu il défile tout doucement. C'est comme une lentille anamorphique mais beaucoup trop poussée à l'extrême et ça c'est pas très agréable à l'œil. Alors bien entendu ça crée une immersion incroyable parce qu'on a de la hauteur, on voit les chaussures de ski, on voit l'horizon, même le ciel, mais nous on n'est pas trop fan de ça. Donc ce qu'on fait c'est qu'on filme en 8/7 avec un format carré en 4K 50, toujours pour le côté fluidité. Et là, on va retrouver les mêmes settings sur la 10, la 11 et la 12. C'est que le ProTune doit être activé. On n'a pas besoin du 10 bits parce que le 10 bits, ça fait ramer l'ordinateur. Débit élevé, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de données, donc plus de données par pixel. Et ça, c'est intéressant. L'obturateur, c'est ce qui va permettre de gérer la lumière. On fait pas de compensation d'exposition pour éviter d'avoir des trucs cramés. Balance des blancs manuels. La netteté, on la met sur faible parce que si vous voulez de la netteté, il vaut mieux la rajouter en post-prod, c'est pareil, parce que quand tu as une image qui fait comme ça, qui a beaucoup de pixels qui évoluent, entre chaque image, il y a trop de différences, donc ça peut créer de la pixelisation. Couleur neutre, si on se met en naturel, ma main, elle est noire, et là, ma main, elle est un peu moins noire. Sur une image, c'est mieux d'avoir des infos. L'audio RAW en faible, ça, on en a parlé dans la dernière vidéo. Donc, le plus important, balance des blancs à 5000 Kelvin en extérieur, surtout en ski. Débit élevé, pour avoir de l'info dans l'image. Couleur neutre, nette et faible. Ça vaut sur toutes les GoPro. Là, je suis en train de ressortir une GoPro 4, les vidéos de VTT, on les faisait avec un stabilisateur manuel parce que les GoPro, elles n'étaient pas stabilisées, mais ça nous permettait de pouvoir mettre un filtre ND ou un filtre polarisant comme celui-ci pour avoir une image un peu plus jolie et pouvoir descendre le shutter pour avoir du flou de mouvement. On appelle ça le motion blur, Jamy. On met pas de filtre ND sur ces GoPro-ci parce qu'on utilise la stabilisation interne à l'image. Si on devait faire la stabilisation en post-prod, ce serait possible avec Gyroflow ou avec Real Steady qui est maintenant incorporé à Quick, l'application GoPro, mais ça prendrait des heures d'encodage dans l'ordinateur, ça fera un meilleur résultat, mais nous on n'en a pas spécialement besoin. Par contre, si tu as un filtre ND et que tu descends ton shutter à 1/100 ou à 1/50, eh ben ça va te faire du flou de mouvement, super joli, sauf que comme la GoPro elle stabilise électroniquement dans l'image, eh ben ça va te faire une image stable, mais un peu fou dans tous les sens. Et ça c'est super relou. Donc, si vous utilisez une stabilisation électronique, vous n'utilisez pas de filtre ND. Par contre, il faut shooter en 50 images secondes. Parce que si tu descends en 24 images secondes, eh ben c'est dégueulasse. Parce que ton shutter il est trop élevé et ça te fait des saccades dans l'image. Et ça, on veut pas voir. On va regarder tout de suite ce qu'il faut faire pour avoir une super image. En termes de logiciel, j'utilise Premiere Pro. Mon format de séquence, il est en 1440p. Et si j'ai une séquence en 4K et puis que j'ai des rushs dans tous les sens, des fois ça rame un petit peu. Donc je préfère avoir une séquence en 1440. Dans Premiere Pro, les libellés, c'est super. Ça vous permet de bien identifier chaque caméra. Je sais que par exemple,
exemple, mes GoPro 11, c'est les bleus, les violets. Les autres couleurs, c'est des GoPro 10. Tu cliques droit, tu fais définir à la taille de l'image, ça te remplit ton truc. Et si tu as des bandes noires, c'est pas grave. On va voir après qu'il est possible d'effacer ces bandes noires et ça va être complètement magique. Par contre, pour les GoPro 11, avec un format plus carré, on a dit précédemment qu'il fallait pas étirer toute l'image pour remplir le 16/9. Donc ce que je fais avec ce capteur carré, c'est que je rezoome un petit peu dedans parce que j'ai déjà beaucoup de hauteur d'image. Donc je peux me permettre, au lieu d'être à 42,9 pour remplir l'image, je me mets à 47. Ça, c'est les petits settings que j'ai trouvé par moi-même et ça me permet de corriger un petit peu si la caméra elle est trop vers le bas ou elle est trop vers le haut. Je peux remonter, j'ai des pixels au-dessus et j'ai des pixels en dessous. Pour avoir un bon angle de caméra sur la tête, il faut que ça vise exactement où tes yeux y visent, voire un petit peu plus bas. Ça, c'est entre où tu vises et un petit peu plus bas. C'est normal, tu as envie que les gens y voient exactement ce que tu vois. En attendant, on a toujours le même problème. On a des bandes noires. Et là, sur Premiere Pro, tu as un studio qui a créé Atomic Stretch. C'est un plugin génial qui va vous permettre de stretcher l'image pour remplir ces bandes. Regarde, tu cliques sur 16/9, ça t'a élargi. Les zones rouges, c'est les zones qui sont très étirées. Les zones vertes, c'est les zones qui sont protégées. Et là, on peut jouer des petits curseurs. Moi, j'aime bien protéger le minimum. À partir du milieu, ça commence à étirer tout doucement et ça étire de plus en plus sur les côtés. Donc, je suis à 1%. Je suis en gamma au niveau du stretching overlay et à 2,5. Ça, c'est mes petites magouilles. Demande pas pourquoi. On a essayé de comparer avec le SuperView GoPro. On a essayé de faire un truc qui matche bien les horizons à plat, que ça fasse pas un effet de boule. On essaye d'avoir l'image la plus fidèle possible à la réalité. J'ai sélectionné Output format 16/9 parce que si on a une image 4/3 du début, c'est tout bon. On n'a pas ce défilement latéral qu'on peut trouver quand on fait de l'hyperview avec les GoPro 11 et 12. Mon petit settings personnel pour les GoPro 11 et 12, je fais du custom en déformation latérale et j'utilise un aspect ratio, comme on dit, de 1,62. On arrive à quelque chose qui se regarde. Dès que tu as mis ton Atomic Stretch sur la vidéo, tu n'arrives plus à la lire. Attention à ça, hein. L'Atomic Stretch, c'est la dernière passe de montage. Et au moment où je fais mon étalonnage, je commence par Atomic Stretch. Si tu appliques la colorimétrie avant d'étirer les pixels, là, l'ordi, il sait plus où il est. Je la mets après le stretch de l'image. Et la dernière étape, ça va être de faire une image superbe. Là, j'ai mon moniteur lumétrie. Je le mets même pas en couleur. La couleur, je l'ai fait à l'œil. Ce que je fais en général, j'essaie de monter mes zones lumineuses à plus de 90%. J'essaie de caler la neige à l'ombre à 60, 70. S'il y a beaucoup de soleil, comme sur la caméra de Julie, eh ben, on reste autour de 90 avec la zone au soleil. Si jamais on veut avoir du contraste, eh ben, je diminue un petit peu mes tons foncés. Ça me permet de rajouter du caractère à l'image. Ça, c'est à peu près comme on veut. Mais l'idéal, c'est d'avoir quand même de la lumière dans l'image. Moi, j'aime que ça pop, j'aime que ça brille. Par contre, entre chaque caméra, on a dit qu'il fallait faire des ajustements de température d'image et de teinte. Parce que chaque capteur a ses particularités et ça me prend en général 4 heures. Donc juste faire la colorimétrie sur un épisode de 15 minutes, j'ai 250 plans, il faut que je prenne chaque plan et il faut qu'il matche avec le plan suivant, avec le plan suivant, avec le plan suivant. On pourrait faire une vidéo complète sur la colorimétrie, mais c'est pas le but. L'idéal c'est que vous compreniez qu'on utilise Atomic Stretch et qu'on passe colorimétrie pour popper un peu tout ça, que ça fasse des belles couleurs. J'espère qu'on a répondu avec Fred à toutes vos questions sur comment on fait pour avoir une si belle image. Il faut savoir que c'est du travail, ça demande des connaissances, ça demande du temps et ça demande énormément d'énergie pour mettre en place tout ça, pour synchroniser tout le monde. Et quand Julie, elle arrive pas à appuyer sur un bouton pour allumer sa GoPro, bah c'est pas de ma faute. Hein. Ça fait partie des aléas du tournage. Hein. Pour les réseaux sociaux, je vous conseille une Insta360. Ça filme en vertical, ça fait des trucs super. Tu peux dérocher sur ton téléphone. Moi, je suis pas un aficionados de Premiere. Hein. Si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Hein. Mais bon, quand il s'agit de sélectionner des rushs qui font 6 heures d'image, j'avais pour cet épisode. Tout le monde a tourné 1 heure, il y avait 6 caméras. J'ai pas fini, hein. J'ai 2 jours de dérochage, à juste à regarder, sélectionner ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Donc vous m'excuserez, je vous dis à la prochaine vidéo et je continue à vous faire rêver sur Interactivity. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. On fera peut-être une vidéo YouTube pour y répondre ou sur Instagram. Souvent je réponds à des questions en direct. Si ça vous plaît, vous pouvez nous en faire part en cliquant sur le pouce de YouTube. Bisous! Allez, bisous!